Pruneau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de Loir-et-Cher, président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale et premier vice-président du MoDem. On va commencer par cette information qu'on a appris ce matin. Alger qui demande à 12 agents de l'ambassade de France de quitter le pays. Jean-Noël Barrot qui demande à Alger de renoncer à cette décision. C'est un épisode supplémentaire de tension entre la France et l'Algérie. Oui, enfin, manifestement, c'est un épisode supplémentaire de tension, une volonté d'Alger, des dirigeants d'Alger de remettre de la pression. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de ça. Tout ça est peut-être le sous-jacent aussi d'un diplomate qui, à l'ambassade d'Algérie en France, a été interpellé, si j'ai bien compris, parce qu'il avait sans doute essayé d'enlever un influenceur. Les lois s'appliquent partout, il n'y a pas de difficulté à ça. Je pense que quand même on a besoin de faire en sorte que, d'abord de faire respecter le pays, et nous respectons les autorités algériennes, mais il faut que les autorités algériennes respectent les autorités françaises. Ce qui n'est pas le cas avec cette décision? Je n'en sais rien, mais en tout cas je pense qu'on a besoin de se faire respecter réciproquement. Moi j'entends très volontiers que chacun veuille se faire respecter, mais ça commence par se l'appliquer à soi-même. Et deuxième élément, on a besoin de trouver la voie du dialogue. Les Algériens, comme les Marocains, comme les Tunisiens, enfin, ce sont nos voisins les plus proches de l'autre côté de la Méditerranée. On ne peut pas considérer que nous aurions intérêt réciproquement et durablement à des relations qui soient tendues de part et d'autre de la Méditerranée. Je pense que c'est l'intérêt de personne. Il faut que chacun fasse sa part des efforts. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on a le sentiment qu'on essaie de détendre les choses, et la visite la semaine dernière de Jean-Noël Barrot sur demande du président de la République avait donné le sentiment que quelque chose s'ouvrait. À la fois sur les laissez-passer consulaires, sur les OQTF, et peut-être une porte qui pouvait s'ouvrir sur Boualem Sansal. C'est ça qu'il faut essayer de construire inlassablement. Mais est-ce que l'annonce de ce matin, c'est pas la preuve que la méthode de la diplomatie marche pas et qu'il faut être dans une méthode de bras de fer comme le président Bruno Retailleau? On en parlera peut-être tout à l'heure. Je vois bien la méthode de bras de fer. Il y en a de l'autre côté de l'Atlantique pour l'instant. J'ai pas le sentiment que ça marche très bien. Vous voyez, Donc la méthode Retailleau, c'est pas la bonne? J'ai pas du tout dit ça. Je vous parle de la méthode outre-Atlantique. J'ai pas l'impression que la Vendée, c'est pas outre-Atlantique. C'est dans l'Hexagone. Est-ce qu'il faut un bras de fer avec l'Algérie? Non, mais moi j'entends ce que dit aussi Bruno Retailleau et je partage en partie ce qu'il dit sur la question de se faire respecter. C'est ce que j'ai dit au début de mon propos. C'est pas du tout la même chose. Mais faire comme on voit parfois les gros bras et simplement les gros bras, on voit bien qu'à la fin on est obligé de faire petit bras. En tout cas, c'est ce qu'a fait le président Trump vis-à-vis des affaires douanières. Donc il y a besoin de diplomatie. La diplomatie, c'est pas la mollesse. Hein. La diplomatie, c'est aussi de savoir affirmer un certain nombre de positions et de donner les limites de l'exercice du dialogue qui peut se construire. Et là, vous pensez que la France sera en capacité de faire renoncer l'Algérie? Écoutez, on va voir. En tout cas, je pense que c'est bien que tout de suite nous indiquions que ça n'était pas acceptable pour nous. Justement, un petit mot sur Donald Trump et les tarifs douaniers. Vous qui avez été ministre de l'Agriculture, est-ce que vous pensez que les droits de douane vont faire accélérer l'Allemagne, Ursula von der Leyen, sur le Mercosur afin de gagner de nouveaux marchés si celui des États-Unis se ferme? Je pense que ce serait de mauvais aloi et de mauvais conseils. Pour se faire respecter des Américains, enfin pas des Américains, du président Trump et de ceux qui le poussent à cette politique-là, qu'est-ce qui a marché? C'est le fait que l'Europe soit unie. Et pour que l'Europe soit unie, il faut qu'on soit d'accord sur les accords commerciaux ou les non-accords commerciaux. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. L'accord sur le Mercosur n'est pas un bon accord. Je le dis très tranquillement. Je l'ai dit à longueur de temps quand j'étais ministre de l'Agriculture, ce qui a permis d'ailleurs, c'était la demande du président de la République, que cet accord ne soit pas signé. C'est pas parce qu'on a de mauvais tarifs douaniers qu'on a un bon accord Mercosur. C'est pas de la magie. Hein. C'est ce que dit la France, c'est pas ce que dit l'Allemagne, par exemple. Très bien, mais il faut un vote. C'est peut-être ce que dit l'Allemagne et c'est pas ce que dit la France. Donc ça nous fait pas changer notre avis sur le Mercosur. Qu'on puisse s'interroger, qu'est-ce que ça montre aussi, cette affaire de tarifs douaniers? C'est qu'on a besoin d'échanges. Qu'il n'y a pas un pays dans le monde qui puisse prétendre vivre en autarcie, peut-être la Corée du Nord, mais je suis pas sûr qu'on vive heureux. On puisse vivre heureux en Corée du Nord. La plupart des autres pays, encore qu'ils ont des échanges avec certains. On a besoin d'échanges. Nos économies sont interdépendantes. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Les Chinois produisent des choses, les Français produisent des choses, les Allemands produisent des choses. Mais on a besoin de rapports commerciaux qui soient des rapports équilibrés. Vous ne craignez pas que ça accélère l'entrée en vigueur? Mais je vois bien que certains vont pousser à ça. Enfin, c'est pas l'entrée en vigueur, c'est la ratification. Là. On n'en est pas encore à l'entrée en vigueur. Mais on va essayer, on essaye, et avec succès jusqu'alors, de s'opposer à l'accord du Mercosur. On va parler du budget. Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui annonce donc un effort supplémentaire de 40 milliards. Ça vous paraît vraiment possible sans augmentation d'impôts? C'est une marge très haute. On a fait plus de 30 milliards cette année en 2025. C'est une marge très haute incontestablement, mais nous n'avons pas le choix. C'est une affaire de souveraineté, l'affaire budgétaire. L'affaire budgétaire, c'est pas une affaire d'embêter les Français, c'est pas une affaire
de rigueur pour la rigueur. C'est pas une affaire comptable, l'affaire budgétaire d'abord. C'est une affaire de souveraineté. Si nous ne sommes pas capables de limiter notre dette et notre endettement supplémentaire et de limiter notre déficit, nous sommes dans les mains des autres. Pas impossible d'ailleurs qu'un certain nombre des contre-mesures qui ont été prises par les Chinois vis-à-vis des Américains, comme ils tiennent une partie de la dette américaine, n'aient pas été à l'origine du revirement de Donald Trump. Vous voyez ce que je veux dire? Quand la dette que vous avez n'est pas détenue par votre propre pays, au Japon, c'est plutôt les Japonais qui détiennent la dette de leur pays. Chez nous, la dette, elle est chez les autres. C'est les autres qui payent notre train de vie. Quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes en situation de dépendance très grave. Et donc, vous avez besoin de faire un effort supplémentaire. Et donc, on a un effort qui ne va pas être facile. Ça se fait sans augmentation d'impôts? Ou est-ce que vous dites qu'il faut regarder les impôts des grandes entreprises, il faut regarder les impôts des grandes fortunes, et là, on peut les augmenter? Il y a deux choses. Est-ce qu'on augmente les impôts? La réponse est non, parce que je pense que... Pour personne? Globalement... Alors après... Tout ça va se nicher dans des détails. Vous avez en France ce qu'on appelle... Non, c'est pas des détails. Attendez. Ça va se nicher dans des détails au sens que, en France, vous avez beaucoup de niches fiscales. Les niches fiscales, c'est pas une augmentation d'impôts, c'est on revient à ce qu'auraient dû être les choses. Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde dans les niches fiscales. Monsieur... Lesquelles? On va regarder. Pardon, je veux bien que vous me posiez des questions au mois d'avril. Le budget est généralement délibéré au mois de septembre. On va aller regarder et on va analyser les niches fiscales de certaines qui peuvent être produites dans certaines entreprises. On a commencé à le faire d'ailleurs dans le budget 2025. Les niches fiscales ou les optimisations, les suroptimisations. On voit bien qu'il y a des montages financiers qui se sont développés depuis une dizaine d'années, qui ne sont rien d'autre que la volonté d'échapper à l'impôt. C'est pas de la fraude, hein, mais c'est tout à fait légal. Mais il y a toujours des génies de ce genre de montage. Ça, c'était pas la logique et l'intention du législateur que des gens puissent y échapper. Bon, regardons ça aussi. Mais c'est pas des hausses d'impôts en tant que telles. Non. Mais est-ce que, par exemple, on pérennise les contributions des hauts revenus? Là, pour le moment, elle est exceptionnelle. Est-ce qu'on la pérennise? Pardon, c'était la demande du groupe Modem depuis plusieurs années. Donc la réponse est... Éric Lombard va dans votre sens. Donc la réponse est oui. Donc vous redemandez? Mais on redemande oui. Nous avons une forme, alors c'est peut-être un défaut, une forme de constance. Bon. Ça fait des années qu'on dit, la question n'est pas de matraquer, de faire la chasse aux riches, je déteste cette terminologie, cette espèce de marotte qui fait croire que parce qu'on prélèverait 3 4 milliards de plus, on serait à la hauteur des enjeux budgétaires. Mais en même temps qu'on demande aux plus aisés, y compris parce qu'ils ont œuvré en termes d'optimisation fiscale, de faire non pas un effort, mais de payer ce qu'ils ont à payer, ça me paraît pas quelque chose d'indécent dans le monde dans lequel on vit, avec la nécésité que nous aurons par ailleurs de faire des efforts. À François Bayrou de l'inscrire dans le budget 2026. Oui, pérennisation de la contribution des revenus. J'ai l'impression qu'en entendant les déclarations de M. Lombard, il n'y a pas besoin de le demander, c'est fait. N'essayons pas comment dire, c'est un sujet trop sérieux pour pas commencer à faire des totems. J'ai obtenu, vous voyez ce que je veux dire. C'est la logique de ce que défend le groupe Modem depuis des années. Bon, je suis heureux de voir que ça... On est un peu habitué à une polyphonie au sein du gouvernement. Pour vous, parce qu'Éric Lombard l'a dit hier, c'est fait? Ce sera dans le budget 2026? Je n'ai pas dit ça, je vois bien l'intention qui est la sienne, c'est un exercice qui a été fait en 2025, et nous avions dit, ça avait failli être pris d'ailleurs, hein, nous avions dit qu'il n'y avait pas d'illogisme à pérenniser ce dispositif. C'est une question de justice, c'est pas une question de je fais pression, c'est une question, l'impôt est supportable pour tous, les efforts sont acceptables par tous, si jamais ils sont également répartis. Est-ce que les 40 milliards, il faut aussi aller les chercher dans les dépenses sociales? Mais quand vous voyez la structure de la dépense, 60% de la dette qui s'est accumulée depuis 2020 ou 2021, c'est de la dépense sociale. Bon, on ne peut pas ne pas en parler. Il y a les questions des collectivités. Donc il faut qu'on essaye de regarder les contributions qui sont faites aux uns aux autres. Une grande partie des aides des collectivités vient d'où? Vient de l'État. L'État. Bon. L'État va faire des efforts. On ne peut pas dire l'État fait d'efforts sur telle ou telle politique publique et ne fait pas d'efforts sur une seule politique publique qui serait l'effort des collectivités. Donc vous faites quoi? On baisse la dotation globale de fonctionnement? Mais arrêtez de me dire, vous faites quoi au 7 avril ou au 10 avril? Non, mais qu'est-ce que on va regarder dans le détail. De baisser la dotation globale? La dotation, ça n'est pas une aide à l'investissement. Ce n'est pas une politique publique. La dotation, c'est les recettes. Moi, je vous parle des dépenses de l'État qui sont en direction des collectivités. Je passe mon temps à faire des inaugurations, comme tous les élus locaux. On est souvent à 50, 60, 70%, 80% de subventions. Et les subventions viennent d'où? Elles viennent de l'État. Bon, donc on baisse les subventions de l'État aux collectivités. Est-ce qu'on peut poser des questions avant je sais qu'on est toujours tous pressés dans le monde dans lequel on vit, mais comme on est ici sur une chaîne sérieuse, est-ce qu'on peut juste se dire, est-ce qu'on pourrait regarder la part des dépenses sur lesquelles on peut lever le pied, parce qu'on va être en plus en année de transition électorale. On sait très bien, je suis élu depuis 30 ans, élu municipal. On sait très bien que les périodes entre deux mandats sont des périodes plus calmes en termes de dépenses, moins actives. Bon.
C'est plutôt en début de mandat que les choses s'enclenchent, et en fin de mandat, on est plutôt à la fin des travaux. Bon, est-ce qu'on peut regarder s'il n'y a pas un effort? Mais moi, il me semble qu'il y a les recettes. Les recettes est un engagement réciproque, moral, au fond, avec les collectivités. Moi, j'ai pas hurlé à l'époque, mais quand le président Hollande a décidé de supprimer, c'est pour ça que ceux qui donnent des leçons aujourd'hui devraient regarder dans le rétroviseur, ça leur éviterait des sorties de route. 13 milliards d'euros à peu près de dotation globale, ça c'est et du jour au lendemain. C'était en 2 ans que ça avait été fait. Ça, c'était choquant. Parce que ça, c'est un contrat. Mais par ailleurs, qu'on dise, parce qu'on dit toujours les collectivités veulent leur budget en équilibre. Mais une partie de l'équilibre se fait parce qu'il y a des aides de l'État qui sont faites, elles, par le déficit et la dette. Bon, bah, peut-être qu'on peut en parler aussi. Donc, les dépenses de l'État, donc les dépenses sociales, on ne peut pas s'abstraire de la moitié, en gros, de la dépense. Et puis les dépenses des collectivités. Sur les dépenses sociales. C'est les dépenses de l'État à l'endroit des collectivités, d'ailleurs, pour être précis. Sur les dépenses sociales, on va chercher où, les économies? On voit bien qu'on a un sujet autour, il y a 2 pôles. Hein. C'est le sujet travail qui est un sujet central. Le travail, c'est durée de cotisation, âge de départ à la retraite, durée de travail tout au long de la vie, et puis un deuxième sujet qui est la dépense de santé. Est-ce qu'on peut faire aussi bien ou mieux avec des dépenses qui soient mieux contrôlées? Je rappelle qu'on n'a jamais stabilisé les dépenses de santé. Au fond, c'est pas choquant d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a de la rationalisation à faire? Je pense que oui. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut aller chercher. Et augmenter encore la durée de cotisation? Mais c'est je ne vais pas préempter le débat qui est en cours dans le conclave. Il y a plein de pistes. Vous avez la durée de cotisation, vous avez l'âge de départ, vous avez l'emploi des seniors. Si nous avions le taux d'emploi des seniors des Allemands, nous n'aurions pas de problème de décalage comme ça d'un point de vue du système de retraite et de perte sur le système de retraite. Bon, il y a tous ces leviers-là à exercer. Nous avons assoupli depuis des années les 35 heures, parce que tout le monde s'est rendu compte que la rigidification du système n'avait pas été une bonne chose. Bon, tous ces éléments-là sont à mettre sur la table. Est-ce qu'il faut mettre à contribution les retraités aisés? Moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas choqué, je l'avais dit à Michel Barnier à l'époque. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'un retraité aisé? Donc ne me demandez pas à quel seuil, parce que je ne vous apporterai pas la réponse ce matin. Mais je pense que quand on a dans un foyer fiscal une retraite, foyer, je parle, 4 000, 5 000, 6 000 euros, on peut peut-être se poser la question de ne pas indexer. Ce n'est pas de baisser, c'est de ne pas indexer sur l'inflation toujours. Il me semble que ça peut être une part de l'effort qui soit fait. Ça ne me choque pas. C'est ce que nous avions, et ce n'est pas incohérent avec ce qu'avait le président Macron a voulu faire en début de quinquennat en 2017. Pour essayer de rééquilibrer les choses. Et je suis sûr que les retraités, y compris ceux qui nous écoutent, peuvent comprendre cette part de l'effort sur une durée qui soit limitée, mais sur une durée quand même qui soit indiquée comme la part de l'effort de chacun. Dernière question sur la retraite, est-ce qu'il faut un référendum? C'est ce que demande ce matin Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Oui, enfin ça dépend quelle est la question qui est posée. Moi je pense que de toute façon un référendum c'est d'abord un débat au Parlement. Il me semble que les parlementaires... Moi, je réclame qu'ils puissent en débattre à l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas être l'un et l'autre, enfin, en tout cas, l'un sans vote et l'autre avec un vote. Donc, quelle que soit l'issue du conclave, vous demandez un débat au Parlement? Ah oui. Enfin, je crois que c'est l'engagement qu'a pris François Bayrou. Enfin, je veux dire, le Premier ministre a dit depuis le début qu'au bout... Oui. Il a conditionné ça à l'issue du conclave. Il y aura une issue du conclave. Est-ce que vous dites, quelle que soit l'issue, il faut un débat au Parlement sur la retraite? Si c'est pour dire, on bloque le système, on plante le système, et après on dit, on revient sur la retraite à 60 ans, soyons sérieux. Enfin, qui, crédiblement, peut dire aujourd'hui, c'est ce que dit Mme Binet malheureusement, on va revenir à la retraite à 60 ans. Le seul pays du monde qui reviendrait à la retraite à 60 ans avec 3 300 milliards de dettes. Qui raconte ça? Qui peut sérieusement raconter ça devant les Français sans dire c'est pas vous, c'est vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants qui paieront toute leur vie l'inconséquence, l'incompétence, l'inconséquence et l'incapacité que nous aurions eu à prendre nos responsabilités. Donc il faut être sérieux. Donc on touche pas aux 64 ans. Si le référendum c'est un exercice de démagogie, il n'y a pas besoin de référendum pour ça. Il y a des tas de gens qui savent le faire très bien, sans qu'il y ait besoin de référendum. En revanche, si on a un référendum, globalement, je ne parle pas qu'aux retraites, mais qui permettrait, ou des référendums qui permettraient de se mettre d'accord sur un diagnostic, au fond, et des solutions de financement, moi je trouve que ça serait plutôt, dans une démocratie mature, ça serait plutôt formidable. On va parler de l'actualité du Parlement. Sophie Primas, hier, qui a laissé entendre qu'il n'y aurait pas de session extraordinaire. Vous qui avez été ministre des Relations avec le Parlement, c'est quelque chose qui serait assez rare ces dernières années. Vous redoutez tant que ça la censure? Enfin, moi je ne le lis pas comme ça. J'attends de voir la réaction des parlementaires, parce que ça fait, pour avoir été quasiment 4 ans ministre des Relations avec le Parlement, on m'a toujours réclamé d'arrêter le 1er juillet. Maintenant, on va réclamer,
comment dirais-je, mal de continuer français. jusqu'à mi-juillet. Oui, on va nous dire mi-juillet, pourquoi pas 1er août, on est prêt à travailler. Bon, très bien. La question ne se pose pas ni de la peur, attendez, ni la question ne se pose de la peur de la censure, ni de, je sais pas quoi, de l'heure des départs en vacances. La question, c'est est-ce qu'on a des textes à mettre à l'ordre du jour? On a parlé du conclave. Est-ce qu'il y a un texte à mettre à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des textes qui ne seraient pas terminés à cette date-là, dans un calendrier qui est déjà très encombré du fait d'une absence de majorité à l'Assemblée nationale? Est-ce que moi je pense, vous m'avez déjà entendu ici dire à ce micro, qu'on a assez de lois dans ce pays? La réponse est oui. Est-ce qu'on a besoin de légiférer pour se donner le sentiment de s'agiter inutilement? Je pense que la réponse est non. Arrêtons de faire de la loi pour de la loi. En revanche, qu'on puisse avoir des débats et qu'on puisse avoir des lois après le 1er juillet, moi, ça ne me choque pas. Donc... Et que demande le président de groupe que vous êtes? Vous dites qu'il faut une session extraordinaire. Mais moi, je ne parle pas vide. Je dis qu'il faut une session extraordinaire s'il y a des textes à passer. Et s'il n'y a pas de texte à passer, pas besoin de session extraordinaire. Et puis il y aura peut-être une session en septembre. Parlons. Mais ne faisons pas siéger pour rien et ne refusons pas de siéger s'il y a des textes à faire délibérer. C'est aussi simple et de bon sens que ça. L'Assemblée nationale qui a adopté la semaine dernière la réforme du mode de scrutin à Paris, Lyon, Marseille, avec une alliance entre macronistes, la France insoumise et le RN. C'est pas un problème pour vous, cette alliance? C'est un mode de scrutin qu'il y a un certain nombre de gens qui partagent le sentiment qu'on ait besoin dans ces villes-là d'avoir un système démocratique qui soit plus lisible et plus direct. C'est pas parce que la France insoumise ou le RN ou nous penserions ça, et le penserions communément. Je vous assure que sur la proportionnelle, il n'est pas impossible que ça soit même plus large. Que vous retrouviez les mêmes protagonistes que ceux que vous venez de citer, et qu'on n'y trouve pas aussi les écologistes, une partie des socialistes et les communistes. Enfin, je veux dire, à l'Assemblée nationale, qu'il y ait des accords qui se fassent sur certains sujets. Donc c'est pas un problème de faire passer des textes avec la démocratie c'est la démocratie qui s'applique. Ou alors on dit l'Assemblée, c'est 577 moins 140. Et au nom de quoi? Ces gens-là ont été élus. Hein. C'est des adversaires. On ne trouvera pas le modem sur le fait qu'ils se soient des adversaires irrésolus. Il y a eu aussi, parfois sur le budget, une alliance entre le RN et LFI, voire complètement le nouveau Front populaire, pour faire battre le socle. Bon, c'est la vie démocratique. Et un député RN, il vaut un député modem. Est-ce que le modem votera la proposition de loi d'Éric Ciotti pour supprimer l'exécution? Vous la connaissez? Provisoire? Non, pas encore, pour les peines d'inéligibilité. Premier élément de la réponse, je ne vote pas à l'aveugle. Deuxième élément de la réponse, je me défie et je me méfie par nature des lois de circonstance. J'ajoute d'ailleurs que Mme Le Pen est sans doute, entre guillemets, victime, ou elle se considère victime d'une loi elle-même de circonstance, parce que la loi Sapin, c'est une loi dite Cahuzac. Bon, si on pouvait s'éviter dans ce pays de faire des lois au gré du temps et au gré des jugements, ou au gré des turpitudes des uns ou des autres, je pense que ce serait mieux. Bon, mais là, c'est François Bayrou qui a dit qu'il fallait ouvrir ce débat au Parlement. Est-ce que ça veut dire que le modem déposera sa propre proposition de loi? Attendez, laissez-moi finir. Juste, c'est important cette affaire-là. Donc, je ne connais pas la loi qui est proposée par M. Ciotti. 2, je me défie des lois d'opportunisme. Ça aurait été fait il y a 3 ans, les sujets étaient de nature différente. 3, il ne faut pas qu'on fasse des lois qui donnent le sentiment que ce seraient des lois d'amnistie. Et donc toute la question qui est posée d'ailleurs, et je crois que M. Ciotti, c'est pas facile à écrire. En fait, c'est pour personne, j'offre que ça vient s'appliquer juste pour Mme Le Pen et pas pour les autres. Il faut être sérieux. Mais qu'en revanche, une question soit posée sur les modalités pratiques de l'inéligibilité, parce qu'il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Il y avait une logique, dans certains cas, à empêcher la récidive d'un certain nombre d'élus. Est-ce que c'est la question pour Mme Le Pen? C'est pas à moi d'en juger, mais je peux comprendre que la question se pose. D'ailleurs, dans le communiqué de presse que nous avons produit, nous avons indiqué que ça pouvait poser des questions. Il y a une deuxième chose qui va se passer, c'est que, pour le coup, dans la configuration de Mme Le Pen, ce que je crois elle souhaitait, et ce que moi je pense c'est sain, nous avons un appel qui va être rapide. Donc on y verra plus clair avant la présidentielle. Et moi je pense que c'est mieux, parce qu'on ne peut pas dire rendez-vous dans 3 ans, rendez-vous dans 4 ans. Quant à, je répète, légiférer en opportunité simplement, je me méfie de ce genre de choses. Voilà, donc on verra le texte. Mais est-ce que vous préparez, vous, votre propre texte sur ce sujet? Mais moi, je suis soumis, je suis pas, de ce point de vue-là, pardon, je ne suis pas mieux que M. Ciotti. Si je fais une loi moi-même qui ressemblerait à une loi d'opportunisme, donc j'aimerais que... Mais je pense que globalement, nous aurons un jour ou l'autre une question à poser sur poursuite de l'œuvre de moralisation et aussi... Parce que ça, c'est nécessaire devant nos concitoyens, et en même temps de regarder tous les biais qui ont été introduits par des lois éruptives, des lois émotionnelles, qui sont généralement de très mauvaises lois. François Bayrou sera entendu le 14 mai à l'Assemblée nationale sur l'affaire Betaram. Est-ce que la situation est tenable pour lui? Oui, enfin, je sais pas, comment dirais-je,
dire autre chose que, cette commission d'enquête, elle ne vient pas parler que de Betterham. Elle montre que dans tous les établissements, dans beaucoup d'établissements, d'ailleurs pas que privés, il y avait des pratiques en termes de violence corporelle. Je rappelle que c'est François Bayrou, ministre lui-même, qui avait définitivement interdit le fait qu'on pouvait légitimer, accepter, tolérer les violences corporelles. Donc on ne peut pas lui faire grief de ça. Donc je vois bien les opérations politiques, en particulier de M. Vanier, peut-être pas que lui, mais en tout cas en lui, en essayant de polariser sur Betterham. La question judiciaire, à date de ce que j'en connais, est tranchée, puisque la justice a dit qu'il n'y avait pas lieu. Donc c'est une enquête beaucoup plus large que ça. Et donc elle est absolument tenable pour le Premier ministre, et je trouve absolument choquant qu'on vienne essayer de salir quand même au fond, ce qu'a été son action au ministère. Mais c'est tenable, même si dans cette commission d'enquête, il y a un ancien gendarme qui a évoqué une intervention de François Bayrou. Mais il peut continuer à dire qu'il ne savait pas? Non, mais c'est la parole du gendarme, c'est la parole du gendarme. Bayrou a des choses à dire sur le sujet. Le gendarme dit qu'il a vu quelqu'un, Voilà. Ce qu'il a dit n'est pas nouveau. Voilà. J'aurais été un peu marri que le gendarme dise quelque chose de différent en commission d'enquête que ce qu'il avait dit il y a 3 semaines. La question, c'est est-ce que Bayrou a commis des faits répréhensibles? Non. La deuxième chose, c'est est-ce que collectivement on a à s'interroger sur ce qui s'est passé dans un certain nombre d'établissements? La réponse est oui. Et je pense qu'on rendrait service en particulier aux victimes, parce qu'il faut entendre ce que disent les victimes. Les victimes disent c'est pas Bayrou le sujet. C'est globalement le système a couvert implicitement, explicitement, et n'a pas vu surtout ce qui se passait dans ces établissements-là. Et je pense qu'on rendrait œuvre utile aux victimes si on faisait en sorte que ce soit elles qui soient considérées et pas comment dirais-je, la récupération politique. Parce qu'on tourne en rond sur les mêmes sujets depuis 3 mois. M. Vanier, il va finir par tourner en rond, il va se désorienter lui-même. Donc si on pouvait être sur le fond du sujet, c'est comment on peut... C'est un MeToo, comme on a eu dans le cinéma. Il y a une commission d'enquête qui vient de sortir avec mon collègue Balanan. Il y a eu la même chose dans un certain nombre de structures. C'est salutaire que ça sorte. Si on pouvait ne pas en faire une récupération politique, ça serait mieux. Vous êtes vice-président du MoDem, premier vice-président du MoDem. Est-ce que c'est un parti dont les jours sont désormais comptés? À quand la fusion avec Renaissance? Non, moi, je pense que ça n'est pas d'actualité. Moi, je suis plutôt à penser qu'on a besoin de coopération. Mais pas de fusion? Pas de fusion à date, parce que je pense que nous ne partageons pas le même point de vue sur un certain nombre de sujets. On a parlé de la fiscalité. Je ne suis pas sûr que nous partagions les mêmes points de vue sur la fiscalité, que nous partagions les mêmes points de vue sur d'autres sujets. En même temps, nous partageons les mêmes points de vue sur les questions européennes ou internationales. Je ne suis pas sûr que la question sur la fusion des structures, ce d'autant qu'aujourd'hui un certain nombre de structures se mettent au service d'ambitions présidentielles. Je ne compte pas que le MoDem vienne se ranger derrière les ambitions présidentielles au moment où nous avons surtout besoin de faire avancer le pays, de réformer le pays. Parce que François Bayrou, il n'a pas d'ambition présidentielle? J'ai pas entendu qu'il ait exprimé ça. Et j'ai pas entendu qu'il était autre chose que Premier ministre. Et donc on a besoin non pas de préparer 2027, on a besoin de faire en sorte que pour que 2027 se passe le mieux possible et que nous ne soyons pas livrés aux extrêmes, que nous fassions des choses aujourd'hui. Et par nature, ça nécessite de s'éloigner un peu de cette perspective de 2027. Et donc, qu'on dialogue, qu'on coopère, qu'on puisse travailler ensemble, c'est normal, c'est ce que nous faisons. Mais pas de fusion. Mais pas de fusion. Quand vous entendez les déclarations de votre homologue à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, le président du groupe La Droite Républicaine, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'être dans le socle commun avec lui? Je me dis juste vivement l'après-élection chez les LR. Ça sera mieux. Pour vous, ce sont des paroles électoralistes? Je ne sais pas, qui d'autre pense autre chose que cela? Je demandais aux LR ce qu'ils en pensent. Mais voilà, je n'ai jamais trouvé que les moments d'élection interne étaient les moments qui donnaient lieu à la pondération, à la modération et au dérapage de nature diverse. Donc je n'ai pas envie de rentrer dans la bataille des LR. Je pense qu'on ira mieux tous dans un mois, parce qu'on aura au moins un vainqueur et qu'on sera passé dans autre chose. Je crois qu'une grande majorité... Vous pensez que Laurent Wauquiez va se recentrer si jamais il est élu à la tête des LR? J'ai pas dit ça. C'est pas le sujet. Je dis juste qu'une grande majorité des élus parlementaires LR à l'Assemblée comme au Sénat sont des êtres responsables. Ils ont fait le choix, qui n'était pas facile, hein, au mois de septembre, d'accompagner Michel Barnier, puis d'être avec François Bayrou. Pourquoi? Parce que c'est ça ou le chaos. Et 95%, 90% des électeurs et certainement des parlementaires LR, ils ne veulent pas le chaos. Alors, les moments électoraux ne sont pas agréables, on regarde ça parfois avec un peu... Le mieux, c'est de le regarder avec de la distance et parfois de l'humour même.
Parce que c'est pas, on voit bien ce que ça peut être comme exercice, mais je pense que le mieux, c'est qu'on se projette après, parce que 17 mai ou quelque chose comme ça... 17-18 mai, oui. 17-18 mai, on aura un autre sujet, qui reste celui d'aujourd'hui. Le budget, la dette, ce qui se passe avec les États-Unis, la guerre en Ukraine, ça mérite des réponses sérieuses. Merci beaucoup. Merci Marc Fesneau d'avoir été notre invité.